les appelle pirates, forbans, flibustiers ou bien corsaires, selon les époques et les régions, ce sont eux qui ont fait régner la terreur sur les mers et les océans du monde. Avides de richesse, ne craignant ni bataille ni mort, les pirates ont longtemps eu une réputation de vaillants marins et redoutables assaillants. Pendant des siècles, ils ont effrayé les commerçants de la Méditerranée et plus tard sillonné les mers Antilles, attaquant les navires qui assuraient les échanges entre l'Amérique et l'Europe. Rien ne leur semblait impossible, car c'est là la devise des pirates, être libre de tout en se laissant porter par son imagination. Depuis quand les pirates existent-ils ? La piraterie a certainement existé dès que les hommes se sont lancés sur les mers et qu'ils y ont transporté des marchandises. Dès l'Antiquité, les Phéniciens, habitants actuels de la Syrie, et les Grecs se livrèrent à des attaques de navires marchands afin de capturer des cargaisons de biens et d'esclaves. En amont, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, la piraterie est même considérée comme un moyen honnête de gagner sa vie. Sur une inscription célèbre retrouvée sur un ancien mur grec, on pouvait lire un mythe parlant des pirates. Ce mythe raconte que Dionysos, dieu de la vigne et du vin, fut capturé par des pirates alors qu'il dormait paisiblement sur une île. L'équipage, ne se doutant pas que ce prisonnier était un dieu, voulut en faire un esclave. Dionysos entra alors dans une rage terrible et grâce à ses pouvoirs, fit pousser de la vigne et du lierre sur le bateau, transformant les avirons en serpents et lui-même en un terrible lion dévastateur. Ce qui força les pirates effrayés à courir et à se jeter dans l'eau. Ces inscriptions prouvent que les actes de piraterie remontent à très loin dans notre histoire. Les premiers pirates. Les pirates existent depuis que les hommes utilisent les océans. Dans les temps anciens, les voyages terrestres étaient épuisants et dangereux. La navigation avait l'avantage de rendre ces périples beaucoup plus sûrs et rapides. Sans compas pour se repérer, outil utilisé pour s'orienter en bateau, les navires marchands étaient contraints de longer les côtes pour éviter de se perdre en mer, ce qui en faisait des proies faciles. Les premiers actes de piraterie semblent remonter au 7e siècle avant Jésus-Christ en Méditerranée et sur la mer d'Égée. Un peu plus tard, durant le 4e siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, roi de Macédoine et l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité, fit tout son possible pour chasser les pirates de la Méditerranée, sans toutefois y parvenir, alors que c'était l'homme le plus influent de l'époque. Pas loin de 5000 ans après, tandis que la civilisation européenne profitait des périodes de paix pour se développer, la piraterie empirait, notamment par la faute des pirates vikings. Ces derniers se mirent à effectuer des raids fréquents sur les riches côtes britanniques, semant terreur et dévastation partout où ils passaient. Les rois anglo-saxons eurent beau payer une taxe demandée par ces derniers pour les tenir à distance des maraudeurs vikings, les attaques continuèrent. L'âge d'or de la piraterie. Des historiens comme John Fiske placent l'âge d'or de la piraterie vers 1650, lorsque la fin des guerres de religion permit aux pays européens de reprendre le développement de leurs empires coloniaux. Cela impliquait un commerce maritime considérable et une amélioration économique générale. Il y avait de l'argent à gagner ou à voler et une grande partie voyageait en bateau. Donc forcément, cela attirait des pirates. Un problème ne venant pas seul, les gouvernements ont essayé de résoudre le problème de la piraterie par le biais des corsaires. Il est temps pour moi de vous faire une distinction entre tous les titres qu'on pouvait obtenir étant pourfendeur des mers. À l'origine, le mot pirate vient du grec pirate et du mot latin pirata, qui signifie celui qui tente la fortune et qui attaque. De base, le pirate est un aventurier qui court les mers et se livre à des attaques à la recherche de marchandises qu'il pouvait monnayer pour son propre compte. Le flibustier est le nom qu'on donnait aux pirates des Antilles, aux alentours de 1700 et 1800. Le corsaire, quant à lui, est un capitaine qui détient une lettre de marque délivrée par son gouvernement et l'autorise à s'emparer des cargaisons des navires ennemis en temps de guerre pour en remettre une grande partie à son roi. Le corsaire agit pour son souverain. Mais au cours de l'histoire, des corsaires se sont aussi permis d'attaquer des navires en temps de paix et de garder tous les bénéfices pour leur propre compte. Heureux de voir un confrère pirate entrer dans le grand monde. Pirate? Non, mais corsaire. Exécutant une mission sous l'autorité et la protection de la couronne. Voilà pour les définitions globales des pirates.
La piraterie aujourd'hui. De nos jours, les mers sont de plus en plus sûres, les navires marchands sont mieux protégés et les principales routes maritimes sont contrôlées. Pourtant, certaines régions du monde restent dangereuses. Ce sont des zones difficiles à surveiller où les îles se comptent par centaines, offrant refuge et cachette aux pirates. En Indonésie et aux Philippines, les brigands des mers s'attaquent aux navires de pêche et aux bateaux. Voilà, ça c'est pour les pirates maritimes. Mais il existe aussi des personnes que l'on appelle des pirates du net. Ce sont eux qui mènent des cyberattaques, des hackings de masse ou encore des blocages de sites internet. L'organisation la plus connue reste les Anonymous. Eux sont normalement bienveillants. Ils ne se battent que pour des causes louables. Ils ont récemment fait parler d'eux en s'attaquant à un satellite russe, en prenant parti pour l'Ukraine dans leur conflit. Aujourd'hui, les mots pirate et piratage prennent un nouveau sens. Par exemple, pour les détournements d'avions, on parle de pirates de l'air. Lorsque des personnes parviennent à s'emparer d'informations grâce aux ordinateurs et aux cartes bancaires, il s'agit de pirates informatiques, notamment les pirates du net dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà ce qui conclut cette grosse introduction. Maintenant, nous allons partir sur diverses époques et lieux de la piraterie populaire à travers l'histoire et le monde. Nous passerons rapidement par les coutumes de la vie à bord d'un bateau et sur terre en tant que pirate. Nous parlerons rapidement du code des pirates et pour finir, je vous dresserai le portrait de l'un des pirates les plus sanguinaires que le monde ait connu. À travers la Méditerranée. Du plus loin que l'on remonte, c'est de la mer Méditerranée que nous viennent les plus anciennes aventures de pirates. Les peuples du pourtour méditerranéen nous sont bien connus grâce aux écrits et aux vestiges qu'ils ont laissés. Comme je vous l'ai dit en introduction, avides de nouveaux espaces à conquérir, les civilisations anciennes se sont lancées très tôt sur cette mer. De précieuses marchandises ont vite circulé, entraînant la convoitise de plusieurs intrépides. Certaines régions côtières étaient alors infestées de forbans et de pirates. La mer Méditerranée était un paysage idéal pour la piraterie. En effet, les côtes du nord de la Méditerranée étaient découpées en milliers de petites criques et parsemées d'îlots. Cette géographie constituait un terrain de rêve pour les pirates. Les îles leur offraient non seulement des refuges et des cachettes merveilleuses, mais de plus certaines se trouvaient situées sur des principales routes de commerce de l'époque. Vraiment pratique pour les pirates qui n'avaient qu'à se lever le matin pour attaquer un bateau à midi. Dans les mers du Nord. Après l'époque des raids des Vikings dans l'Europe du Nord, de nombreux mouvements pirates se formèrent dans la région. L'Atlantique, la Manche, la mer du Nord et la mer Baltique sont des passages obligatoires pour les navires de commerce qui sillonnent l'Europe. Anglais, Normands et Bretons se sont fait prendre au piège par des pirates. Des associations de bandits se formèrent près des côtes et des routes empruntées par des bateaux de marchandises. Dans cette zone géographique, plusieurs catégories de brigands opéraient. D'un côté, des pauvres gens installés dans des îles danoises, anglaises et bretonnes que le passage des navires marchands attirait. Et de l'autre, ceux qui observaient depuis les côtes des trajets de bateaux, de commerce et se postaient à des endroits stratégiques pour lancer des attaques. Ces derniers semaient panique chez les marchands du XIIIe au XIVe siècle dans la Manche et dans l'Atlantique. Vers 1570, alors que les conflits religieux divisaient l'Europe, la reine d'Angleterre protesta. Elle encouragea les corsaires, les pirates et les contrebandiers à s'attaquer aux navires espagnols, qu'ils soient catholiques ou non. C'était d'ailleurs une première. En 1585, 15 ans après, la guerre éclate entre l'Angleterre et l'Espagne. Une fois la guerre terminée, des milliers d'entre eux se reconvertissèrent et sont devenus alors des militaires de l'Angleterre. De l'Europe aux Antilles. En 1492, Christophe Colomb accosta sur les côtes américaines alors qu'il pensait avoir rejoint les Indes. Aussitôt, l'Espagne et le Portugal explorèrent ces nouveaux territoires de l'autre côté de l'Atlantique et y ont découvert d'incroyables richesses appartenant au royaume aztèque et inca. En Europe, le bruit courait sur les réserves d'or et de pierres précieuses que recelait ce nouveau monde. L'Espagne et le Portugal ne comptaient pas partager ce trésor des Amériques avec d'autres nations, mais les pirates et les corsaires, eux, étaient prêts à tout pour peu que quelques galions chargés d'or croisent leur route. À cette époque, les Anglais et les Français acceptaient mal d'être exclus de ce partage du monde. Les corsaires, soutenus par leur souverain, avaient tout tenté pour profiter de ces montagnes d'or dont l'Europe parlait tant, ce qui créa de fortes tensions entre les grandes nations européennes. La vie à bord des bateaux pirates, de façon succincte. Beaucoup de ceux qui s'engageaient comme pirates étaient déjà marins et savaient ce que voyager en mer signifiait. Pourtant, les voyages étaient parfois longs, la patience des hommes était mise à rude épreuve et le manque de nourriture pouvait se faire cruellement sentir. Pour maintenir fermement l'équipage, le capitaine, seul maître à bord, imposait une discipline sévère qui pouvait entraîner des révoltes chez les pirates.
Afin de limiter les soulèvements, les bagarres et les injustices, les flibustiers des Antilles ont établi un code de conduite bien défini qui s'appliquait à tous les membres de l'équipage. Cela partait des droits des pirates, des tâches qu'ils devaient réaliser ou bien des partages des butins. Tout était inscrit sur ce code des pirates. Il existait plusieurs grades dans la piraterie. Bien évidemment, en premier lieu, il y avait le capitaine, suivi par le quartier-maître, le maître d'équipage, le charpentier, le canonnier, le chirurgien et le mousse. Chaque grade avait une signification et un rôle précis. À l'époque, les gens se lançaient dans la piraterie car une soif de liberté les entravait, et c'était l'un des seuls moyens pour eux de découvrir le monde en ayant le moins de contraintes possibles. La piraterie était un signe de liberté. Pour finir, comme énoncé dans la vidéo, je vais vous parler de l'un des pirates les plus connus au monde. J'aurais pu parler de Bartholoméo Robert, surnommé Barbe le Noir, de Anne Bonny, une pirate bien connue qui imposait la crainte autour des années 1710, ou bien encore du pirate William Kidd, qui passa de corsaire qui exerçait sous la gouvernance d'un roi, à pirate et ennemi de la couronne. Je vous réserve une vidéo short qui sortira quasiment en même temps que celle-ci sur Edward Teach, autrement appelé Barbe Noire. Finalement, je vais me concentrer sur François Olonné, l'un des pirates les plus cruels que le monde ait vu. En plus, il était français. François Olonné, de son vrai nom Jean-David No, était un flibustier et pirate français qui opérait depuis Tortuga en Hispania. Jean-David No naquit entre 1630 et 1635 aux Sables d'Olonne, sur la côte ouest de la France, d'où son surnom de François Olonné. À l'âge de 20 ans, il s'embarqua pour une vie en mer et se retrouva dans les Caraïbes. L'île de la Tortue, nommée Tortuga, située dans le nord-ouest de l'Hispania, les actuels Haïti et République dominicaine, devint un important refuge pour les flibustiers à partir des années 1630. Tous les flibustiers, sans exception, qu'ils soient français, hollandais, anglais ou indiens, étaient unis inconditionnellement par leur haine de l'Espagne et de tout ce qui était espagnol. Les Espagnols avaient presque exterminé les Indiens américains et voilà qu'ils voulaient, avec la bénédiction du pape de l'époque, devenir les maîtres uniques et incontestés d'un continent entier incommensurablement riche. Pour ces raisons, les flibustiers se sentaient moralement en droit de combattre les Espagnols pour leur reprendre l'or et l'argent qu'ils avaient pillés. C'est pour cela que François Olonné rejoignit la confrérie des flibustiers. Après moultes histoires, soutenu par le gouvernement français et réarmé après la perte de son navire dans une grosse tempête, François, entre-temps devenu capitaine, se remit rapidement en route afin de confronter les Espagnols. Sa légende prit forme au cours d'un gros affrontement entre lui et des navires ennemis. Suite à une défaite de ses troupes, son navire coula et subissa un abordage. Le capitaine se cacha sous des cadavres en se barbouillant du sang de ses anciens camarades. Les Espagnols, une fois le pillage terminé, repartirent sur leur navire. François Olonné se releva et après moult péripéties, vola une barque et regagna Tortuga. C'est ainsi qu'il gagna le surnom du Sanguinaire. Au cours de sa vie, il fit preuve d'une grande cruauté et tua beaucoup d'hommes. Son dernier chapitre sur cette terre se termina sur une île où son bateau coula pour la dernière fois. François se fit capturer et tuer par des natifs de la région. Il s'agissait sûrement de personnes cannibales. Comique, un sanguinaire qui finit dans un festin. Le journal de l'un de ses matelots a été retrouvé. Dessus on pouvait lire « Ils le hachèrent par quartier, le firent rôtir et le mangèrent ». Les pirates sont des personnes libres. Être un pirate, outre l'aventure et les combats d'épée, le but premier est de découvrir le monde à travers lequel nous pouvons mener une vie heureuse, le sourire aux lèvres. Alors je vous pose la question, combien de fois avez-vous souri aujourd'hui? Parce qu'une journée sans lui est une journée perdue, s'agissant bien du plus puissant de tous les pouvoirs, si vous en avez la capacité, faites-le et le monde sera à vous. Ne vous retenez pas, votre limite n'est que votre imagination. Et pour sûr, vous avez sur votre visage la plus puissante des armes, celle qui sauve des vies et déstabilise vos ennemis. Alors, comme les pirates, faites-le. Cela ne fait aucun doute. Ce qui est sûr, c'est que si vous souriez et faites sourire les autres, à ce moment-là précis, vous serez la personne la plus libre du monde. Livrer le bon homme de Nix, les vacances et je chevauche les locaux des vivants.